Mesdames et messieurs, on poursuit avec la première journée et des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Et à présent, on va vous permettre de découvrir les premiers résultats d'une recherche intitulée Développement et évaluation d'outils technologiques et méthodes en vue d'innovation technique, mécanismes institutionnels, organisationnels et agro-industriels de les filières céréales et protéagineuses. Et ces résultats seront présentés par M. Gaël Pressoir. C'est notre ami et ennemi Germain, économiste et professeur au CTPEA, qui va vous présenter le docteur Gaël Pressoir. Mesdames et messieurs, bonne participation. Eh bien, merci, Madame Ilse. Et bon, il faut saluer tout le monde, comme la convenance sociale le veut. Et évidemment, je dois vous présenter Monsieur Pressoir. Et comme vous voyez, il y a tout un dispositif pour la démonstration de Monsieur Pressoir, puisqu'il va y avoir l'explication des premiers résultats de recherche, de la thématique qui a été communiquée par Madame Ilse. Et en même temps, il va y avoir une présentation justement physique des résultats. Donc, je suis là comme étant votre témoin le plus proche. Je serai beaucoup plus proche de lui que vous, je suis désolé. Et ensuite, je vais vous faciliter et de poser des questions. Monsieur Gaël Pressoir qui me demande de faire une présentation très courte de lui, pour dire tout simplement qu'il est chercheur. Il est le doyen de la faculté des sciences agricoles et environnementales à l'université Quisqueya. Il est le fondateur de Chibas et il dirige une grosse équipe de 16 chercheurs. Monsieur Gaël Pressoir, que j'appelle. Monsieur Gaël Pressoir, je vous demande de nous rejoindre pour la présentation, mais également la démonstration. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne pouvais pas venir avec 16 chercheurs, mais j'appelle Vicny à venir se joindre à nous sur le panel et Schmid. Et ils vont participer avec moi à la présentation et vous pouvez envoyer la présentation. Merci. Prochaine diapositive. La première slide du projet. Oh, ça, c'est moi, au milieu des champs de Pitimi. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? On attend la présentation. Ça, c'est la biographie. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Ok, alors je vais commencer un petit peu avant qu'on ait la présentation. En attendant la présentation, donc c'est un petit centre de recherche qui est en train de voir le jour. Nous remercions d'ailleurs beaucoup la BRH qui nous a permis de lancer certaines activités qui sont pionnières dans notre domaine de recherche, notamment sur la mécanisation agricole, mais aussi les technologies alimentaires. Donc, ce sont 2 nouveaux laboratoires que nous sommes en train de créer et la BRH et la Fondation Kellogg ont cofinancé ces 2 départements de recherche au sein de l'université. Nous avons aujourd'hui 16 chercheurs qui couvrent un grand nombre de domaines dans la production végétale, la production animale, l'agroéconomie, la politique agricole, la nutrition, enfin, production animale, nutrition animale. Nous avons aussi maintenant la petite mécanisation, les technologies alimentaires. Donc, on est une équipe de recherche qui grandit. Et ça serait bien d'avoir la présentation qu'on ne veut toujours pas envoyer. Un petit problème technique. Top, 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 top. On va arrêter le temps. On va initialiser. Donc, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, vous voyez, on a un petit setup qui commence parce qu'on va présenter donc pas mal de résultats et c'est vraiment le but de faire une recherche finalisée. Et donc le projet de recherche qu'on a soumis à la BRH vise à développer les outils, technologies et méthodes qui, on l'espère, permettront de révolutionner le secteur agricole et industriel haïtien. Et donc je vous présenterai une petite présentation dans ma présentation PowerPoint qui ne va pas tarder.
où justement on va d'abord commencer par essayer d'expliquer, de justifier notre projet de recherche. La technique est en train de s'affairer, donc je vois, il y a des gens qui courent derrière. Et donc le but est vraiment de permettre à lever des contraintes, des blocages qui ne facilitent pas justement l'articulation dans le monde agricole et agro-industriel et l'articulation entre ces deux mondes. Ce serait beaucoup mieux avec les slides. On va les attendre. Alors, j'ai profité de ces quelques petites minutes de rab en plus. Donc, on remercie tous, comme la communauté scientifique, on remercie particulièrement la BRH. Je crois que le professeur Samuel Pierre l'a dit, la BRH est en train d'être pionnière. La BRH n'est pas seule à investir dans la recherche en ce moment. Le ministère de l'Agriculture a commencé avec les projets PITAG et PMDN qui sont financés par la Banque interaméricaine de développement. La BRH est pionnière à mettre des fonds haïtiens enfin dans la recherche. Donc, il y a un changement récent. On avait abandonné la recherche depuis le début, la fin des années 70, début des années 80, et aujourd'hui, on réinvestit en Haïti dans la recherche. Et c'est très important. Donc, je profite de ces quelques minutes supplémentaires pour vraiment remercier le fonds BRH de permettre ce changement de paradigme. Et j'espère que moi et les autres chercheurs qui vont présenter ici vont vous convaincre que c'est un bon investissement. Parce que la recherche, effectivement, comme le disait le professeur Samuel Pierre, a le potentiel de transformer l'économie. Et on va essayer de démontrer ça, si on nous donne la chance. Ça marche? Non, pas encore. OK. Je ne sais plus quoi dire. Je n'avais pas prévu d'improviser comme ça, mais donc, alors, on me demande d'improviser en attendant qu'on résout le problème technique. Il faut que je renvoie la présentation PowerPoint. Non. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc, en ce moment, pour vous parler un petit peu de nous, avant de commencer la présentation PowerPoint, comme j'avais demandé de faire la biographie courte, je vais la rallonger. Mais surtout parler de mes chercheurs, parce que la recherche ne peut pas se faire toute seule. Donc, comme je le mentionnais, nous avons toute une équipe de recherche, et Vikni nous a rejoints il y a maintenant... En fait, nous a rejoints 2 fois. Parce qu'elle était d'abord... Ah, voilà la présentation. Ben, dommage, Vikni, je le dirai après. OK, parfait. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre sujet de recherche. Laissez-moi mettre mon timer pour ne pas dépasser, surtout qu'on est très en retard. Donc, hop, timer. Sur le développement, l'évaluation d'outils, technologies et méthodes afin de réaliser des innovations techniques, institutionnelles, organisationnelles et agro-industrielles, qui m'a changé le sujet, dans les filières céréales et protéagineuses. Prochaine diapositive. Alors, ça a l'air d'un sujet compliqué, mais c'est ce qu'on avait soumis à la BRH. Mais on va essayer de simplifier. C'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre? C'est qu'en Haïti, les produits locaux sont très peu valorisés. C'est-à-dire qu'essentiellement, l'agriculteur est connecté à des chaînes de valeur qui incluent des Madame Sarah, une ou plusieurs, parfois des Madame Sarah transformatrices, pas encore, restons sur la première diapositive, parfois des Madame Sarah transformatrices. Et en gros, ce sont des chaînes qui restent essentiellement dans l'informel. La Madame Sarah transformatrice va faire un peu de mamba, du maïs moulu, du pitimi moulu. Et malheureusement, la grande distribution n'est pas connectée à nos agriculteurs. C'est-à-dire la grande distribution distribue des produits importés qui sont parfois transformés. On a des agro-industries. D'ailleurs, souvent, on pense que nos principales industries en Haïti, c'est l'industrie textile. Ce n'est pas vrai. La première industrie d'Haïti, c'est le secteur agro-industriel. Brana, Harlequin et un certain nombre d'autres produits. Et donc, prochaine diapositive, nos produits locaux sont peu valorisés. Ils sont souvent vendus à même le sol. Voilà.
ce sera mieux. Ils sont souvent vendus à même le sol. Donc ça, c'est les produits locaux. Ils sont vendus à terre, dans des conditions exécrables. Quand j'étais petit, ils étaient vendus dans des paniers. Maintenant, ils sont sur les sacs de polystyrène à même le sol. Les produits importés ou agrotransformés, en général à partir de matières premières importées, prennent de la hauteur sur les étals. Donc vous voyez la différence de traitement déjà entre les produits importés et les produits locaux. Et donc on se pose la question, est-ce qu'on est capable de créer du lien entre nos agriculteurs et les agro-industriels? Et forcément, on est obligé de se rendre compte qu'il manque des acteurs. Il manque des intermédiaires, il manque des prestataires, il manque du lien qui permettrait à nos agriculteurs de fournir l'agro-industrie locale, voire la grande distribution locale. Il y a peut-être aussi des innovations institutionnelles, des régulations à légiférer pour permettre cette articulation. On est un des rares pays qui s'autorise, à travers la grande distribution, de ne distribuer que des produits importés. Ce n'est pas normal. Donc les importations de produits agrotransformés représentent près de 1 milliard de dollars, aujourd'hui plus, ça c'était des chiffres il y a à peu près 6 ans. C'est 25% de nos importations, du riz blanchi. On est un des 2 seuls pays d'Amérique à importer du riz blanchi. Tous les autres pays importent du riz paddy, du riz paillé. Il n'y a que Haïti et le Venezuela, 2 pays rentiers, à importer du riz blanchi. Des huiles alimentaires, du sucre, des spaghettis, des farines, des pâtes alimentaires, des exhausteurs de goût. On importe des dizaines de millions de dollars d'exhausteurs de goût, on aime beaucoup ça. Des biscuits, des conserves, etc. Et même du poisson, alors qu'on est entouré par la mer. La production locale, vendue à même le sol, représente plus que nos importations, malgré ce qu'on dit, parce qu'il y a notamment des légumes, entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Donc comment moderniser ces chaînes de valeur? Donc il nous faut transformer nos agriculteurs, notre agriculture, augmenter la productivité de la terre et du travail. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est nos travaux de recherche sur la petite mécanisation, et j'espère vous montrer pourquoi la petite mécanisation est importante à la modernisation. Ensuite, le battage, vannage, séchage, stockage de grains en qualité pour avoir du grain en qualité et volume. Parce que notre agro-industrie ne peut pas avoir 200 Manansara devant l'usine à vendre chacune un sac de maïs ou de pitimi et de devoir contrôler la qualité de chaque sac. C'est compliqué. Et enfin, il nous faut peut-être de l'expertise dans l'agroalimentaire et de nouveaux produits pour que notre agro-industrie sache utiliser les produits locaux, parce qu'elle ne le sait pas. Et ça, je pourrais vous donner, ceux qui sont intéressés, quelques anecdotes par la suite de cette absence d'expertise locale dans le secteur agro-industriel. Et donc, alors j'ai mis entre guillemets la théorie du changement, parce que les bailleurs aiment bien les théories du changement, mais nous, en tant que chercheurs, on crée des hypothèses à tester. Et donc, la mécanisation doit permettre d'augmenter la productivité de la terre et du travail agricole. Le développement de modèles économiques et organisationnels pour les entrepreneurs, les intermédiaires de chaînes de valeur, par exemple les opérateurs de machinerie, de petite mécanisation, doit permettre justement de faciliter l'articulation entre les producteurs et les industries agroalimentaires. Et enfin, la recherche et développement devant aboutir au développement de produits utilisant la production nationale et répondant aux attentes de notre marché permettra l'essor d'une agro-industrie locale qui utilise des produits locaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, le travail qu'on a proposé à la BRH, il s'agit de travailler sur les goulots d'étranglement ou les blocages dans le système. C'est-à-dire, et voilà un peu notre théorie du changement, donc des hypothèses à tester, est-ce que les variétés résilientes et les pratiques agronomiques appropriées, la mécanisation appropriée permettent de doubler la productivité du travail et de la terre? Est-ce que la recherche et le développement pour de nouveaux produits permettent de créer un marché pour notre production locale? Donc il s'agit de produire des bijoux pour l'économie haïtienne, produire plus et moins cher, et je vais expliquer ce que veut dire l'acronyme GEMS en anglais, qui veut dire une pierre précieuse. C'est 1, de bonnes semences, la génétique. 2, un paquet technique adapté aux conditions environnementales. M, management,
de bonnes pratiques agricoles, densité de plantation, fertilisation, contrôle des pestes et ravageurs. Et S, c'est enfin un paquet technique adapté à nos exploitations, aux moyens de nos exploitants et donc à l'environnement socio-économique. Nous avons un E pour l'environnement physique et un S pour l'environnement socio-économique. Donc nous cherchons à créer des paquets génétique, environnement, management et social. Et cela vient d'un résultat d'un diagnostic sur plus que 1500 exploitations qu'a fait le professeur Bénédicte Paul sur dire d'acteurs. Et ce qu'on voit ressortir de ce diagnostic, c'est qu'on a un problème d'accès aux services de labourage et de main-d'œuvre pour le labourage. Ça peut paraître surprenant qu'il y ait un problème de main-d'œuvre agricole en Haïti, mais c'est le cas. 2, à cause de ce retard dans la mise en place des exploitants, la plupart des agriculteurs sont en retard pour démarrer leur saison parce qu'ils n'ont pas trouvé le tracteur ou la main-d'œuvre pour préparer la terre avant les premières pluies. Et donc les semis sont souvent réalisés à une période non optimale avec des pertes de rendement. Enfin, il y a un manque de main-d'œuvre, aussi surprenant que cela peut se paraître, parce que, par exemple, les gens qui repiquent le riz sont des vieux, des grands mouns, qui, aujourd'hui, ne sont pas en nombre suffisant pour repiquer tout le riz dans la vallée de l'Artibonite, à Ouanaminthe ou à Torbec. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre pour un grand nombre d'opérations, labourage, sarclage, semis, surtout qu'Haïti est dans sa transition démographique et que beaucoup de gens sont partis vers les villes. Enfin, il y a aussi des causes agronomiques. La densité de plantation, à cause du manque de main-d'œuvre et que les agriculteurs ont besoin d'espace pour faire leur sarclage à la main, la densité de plantation n'est pas optimale, conduisant à des pertes de rendement. Il y a des problèmes de qualité des semences, avec des problèmes d'aspect génétique et de taux de germination. Et enfin, la maîtrise de ces deux facteurs, combinés avec la fertilisation, peut permettre de multiplier les rendements par 2 ou par 3. Donc, on essaye à travers ce projet de créer des outils, des paquets techniques. Un outil, vous voyez là, il y a un semoir. Et ce semoir doit permettre de multiplier les rendements par 2 ou par 3. Alors, comment un simple outil peut-il permettre de multiplier les rendements par 2 ou par 3 ? Parce qu'il va éviter les coups et le goulot d'étranglement du labourage. C'est un semoir, vous voyez, la terre n'est pas labourée. C'est un semoir qui permet l'agriculture sans labour. Et donc, il réduit les besoins en main-d'œuvre qui manquent au moment de la préparation des sols et des semis. Alors, commençons par la riziculture. Nous avons développé 3 outils, enfin 3 paquets techniques. L'un avec niveleuse, semoir, sarcleuse. Le deuxième avec niveleuse, repiqueuse, modèle 1, et la sarcleuse, et enfin un autre modèle de repiqueuse. Ce sont des équipements simples pouvant être fabriqués et réparés dans n'importe quel atelier de ferronnerie. Je remercie tout particulièrement l'ingénieur Kwame qui est en ligne avec nous depuis Mirbalet, notre ingénieur d'études de Côte d'Ivoire, et vous pouvez voir ces équipements sur la galerie pour constater on fait très dans la démonstration. Donc les équipements de mécanisation sont dehors sur la galerie, je vous inviterai pendant le repas à aller les voir. Et quel problème il cherche à résoudre ? Alors sur le riz, on constate que simplement en améliorant la densité de semis, on gagne presque 1 tonne. Alors vous voyez, ça c'est des courbes de rendement obtenus dans les champs des agriculteurs, et vous voyez en X, vous avez la densité de semis. Vous voyez que le rendement dépend de la densité de semis. Et nous sommes arrivés dans la plaine de Torbec à faire nos agriculteurs produire plus que 5 tonnes de riz paddy par hectare. Eh bien, si Haïti fait ça, on divise par 2 nos importations de riz. Et voyez ce changement. Et ça, c'est avant la machine. Les agriculteurs plantaient avant en quinconce. Après nos expériences participatives, les agriculteurs plantent en ligne, avec une technologie très simple, de ficelle, piquet. Et les machines qu'on est en train de développer, semoirs et repiqueuses, visent à encore simplifier ce travail et à réduire la main-d'œuvre. On a, avec le professeur Bénédicte Paul, qui est en ligne aussi avec nous, une étude d'impact sur la diffusion de cette innovation qui est en cours. Les 3 facteurs suivants peuvent permettre à nos agriculteurs de produire plus de 5 tonnes de riz paddy par hectare. Choix d'une bonne variété, à fort tallage, bon potentiel de rendement, précoce et résistante aux pestes et aux maladies. Nous avons
déjà sélectionner ces variétés. Une densité de plantation optimale qui varie en fonction de la variété. Nous avons déterminé ces optimums. Et un niveau optimal de fertilisation qui dépend à la fois du sol et de la variété, et nous avons commencé à le faire. Nos zones agricoles, il n'y a pas de raison qu'elles ne produisent pas avec des variétés capables de produire 6 tonnes sur un cycle de 4 ou 5 mois, ou bien 5 tonnes sur un cycle de 3 mois et demi. On doit pouvoir produire 2 à 3 récoltes de riz en Haïti par an dans les zones rizicoles irriguées, et donc 12 à 15 tonnes par hectare. Et à ce moment-là, on produit pratiquement 300 000 tonnes de riz et les 3/4 de nos importations. Alors, vous voyez la simplicité des équipements. En Haïti, on ne faisait pas de nivelage. On a développé une niveleuse manuelle, très simple d'utilisation. Et vous voyez par rapport au champ traditionnel, notre surface parfaitement nivelée qui permet de favoriser le semis. Ici, c'est l'exemple, et il est dehors sur la galerie. Et donc, j'avais mentionné l'ingénieur Kwame qui a participé au développement de ces machines. Des machines très, très simples de fabrication, pouvant être fabriquées dans n'importe quel atelier de ferronnerie. Et c'est un semoir qui évite les coûts liés à la pépinière. Ces tests sont en cours à la fois dans la vallée de l'Artibonite, financée par la BRH, et dans la plaine de Torbec, financée par le PITAG. L'appareil est financé par la BRH. Et voilà des essais participatifs avec semi-direct à Torbec avec cet équipement. Maintenant, on ne sait pas si les agriculteurs, parce qu'il y a quand même un retard dans le semis à cause du semis direct, parce que ça impose d'avoir 10 jours ou 15 jours de plus dans les champs, et nous développons aussi les repiqueuses. Ces 2 modèles de repiqueuses sont également sur la galerie. Vous avez une repiqueuse qui permet de faire une pépinière améliorée sur plateau, et une repiqueuse qui correspond au même type de pépinière que nos agriculteurs pratiquent aujourd'hui. Ces 2 repiqueuses sont également, et vous verrez leur simplicité. Ce semis en ligne permet de faire un sarclage en ligne, et même un enfant peut pousser ses sarcleuses, et nous avons 2 sarcleuses qui correspondent à différents types de sols, et donc qui permettent quelque part à l'agriculteur de ne pas sarcler à la main tout doucement le long de son champ, mais de descendre les interlignes très rapidement et donc de diminuer le temps mis au sarclage. Donc voilà, ça c'est les équipements sur le riz. Ce sont des équipements qui, on l'espère, je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas vous dire que ça va transformer la riziculture haïtienne, mais on l'espère. Dans quelques années, nous ferons l'étude d'impact et j'espère dans quelques années pouvoir dire la BRH avec nous a révolutionné la riziculture haïtienne. Nous essayons de faire la même chose maintenant sur les filières maïs, sorgho, haricots, pois Congo, pois inconnus. Alors pourquoi tous ensemble? Parce que c'est les mêmes types d'équipements. Nous sommes en train de construire des équipements pour le semis dans les systèmes d'agriculture pluviale qui fonctionnent pour toutes ces espèces. Et nous développons un paquet technique avec traction animale, nous développons un paquet technique avec mini-tracteurs, et nous développons un paquet technique avec mini-monoculteurs. Les semoirs sont chaque fois sur la galerie, équipements simples pouvant être fabriqués et réparés localement. Alors là aussi, comme chez le riz, vous voyez, la densité est importante. C'est pour ça qu'on veut faire du semis à distance contrôlée et du semis en ligne. Là, vous voyez sur le maïs l'effet de la densité et du paillage. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser des fertilisants chimiques. On peut utiliser des fertilisants organiques, voire de la paille. L'effet de la densité, ça c'est sur le rendement. Ça c'est sur le rendement aussi l'effet de la densité et de la fertilisation chez le haricot. Vous voyez avec un effet très important de la densité et des rendements, qu'on arrive à des rendements sur le haricot de plus de 2 tonnes par hectare. C'est important ça, parce que notre agriculteur en Haïti fait moins de 500, fait à peu près 500 à 600 kilos. Eh ben, nous, on fait plus de 2 tonnes avec contrôle de la densité et fertilisation. Et l'effet de l'azote au démarrage chez le maïs. Ça, c'est dans la savane Diane. Dans la savane Diane, normalement, les agriculteurs obtiennent bien moins d'1 tonne de maïs par hectare. Nous sommes arrivés à 3,5 tonnes, 4 tonnes, simplement en contrôlant le phosphore et la densité de plantation et une bonne variété. Et donc, il y a un triptyque que l'on s'aperçoit chez le riz, comme chez les autres cultures, qui est essentiel, qui ne nous permettra pas d'arriver au rendement de l'Iowa de 14 ou 16 tonnes. Là, il faut utiliser plein de pesticides et plein de choses. Mais avec variété,
densité et fertilisation, nous sommes capables d'arriver ou de dépasser légèrement les rendements mondiaux. Et ça implique de multiplier nos rendements par 2 ou par 3. Donc avec ces 3 facteurs seulement, nous pouvons, et nous l'avons fait dans nos recherches, multiplier les rendements par 2 ou par 3. Et nous le faisons déjà avec des agriculteurs. Donc maintenant, les machines pour amener cette densité, pour amener cette fertilisée. Alors vous voyez, ces semoirs ont un bac pour le fertilisant, et le fertilisant tombe juste en dessous de la graine. Et vous avez le modèle qu'on a importé d'Afrique du Sud, et ça c'est le premier prototype, on va améliorer le look et le design, mais on a notre premier prototype de fabrication locale avec un tout petit motoculteur et le modèle sud-africain qui nous a permis de développer et de tester déjà ces technologies. Donc ce sont des semoirs qui permettent de contrôler la densité. Le prestataire de service vend un service tout en un où il a des semences améliorées, il a le contrôle de la densité de semis et il amène le microdosage des fertilisants. Et voilà les essais. Nous avons ici Schmidt, qui va bientôt, j'espère, commencer son master avec nous, qui a conduit ces essais avec motoculteur. Et vous voyez le semoir sud-africain, très rustique. Avec l'attelage, le même semoir dans sa version attelée, culture attelée. Vous voyez le contrôle en ligne. Et vous voyez, il n'y a pas eu de labourage. Et on va voir les conséquences de ne pas avoir ce labourage. Et le mini-tracteur. Alors, pour vous dire tout de suite, le gros motoculteur, ça ne marche pas, ce n'est pas très rentable. Par contre, le mini-tracteur, beaucoup moins cher que les tracteurs que vend le ministère, mais le mini-tracteur et la traction animale sont les 2 modèles les plus profitables et les plus économiques. Et il y en a un qui est plus capital intensive, le mini-tracteur, et il y en a un qui est beaucoup moins et qui pourrait même être à la portée de certains agriculteurs, qui est l'attelage. Ça permet de faire des courbes de niveau dans les zones où il pourrait y avoir d'érosion. Il n'y avait pas beaucoup de pentes là, mais c'était pour l'exemple. Voilà, Schmidt qui est ici avec nous, avec un agriculteur. Et donc, ce contrôle de la densité permet d'avoir des rendements qui excédaient, même sans fertilisant, les 2 tonnes par hectare. Mais surtout, ce semis direct réduit considérablement le temps de préparation de sol, pas le temps de labourage. La préparation de sol, parce que justement, il n'y a pas de labourage. Et donc, le temps de préparation du sol est considérablement réduit, mais surtout, le temps de la plantation du semis lui-même est considérablement réduit également. Donc, il y a beaucoup d'opérations qui sont réduites au niveau temps. Et cette réduction du temps et du travail avec des machines lourdes ou avec beaucoup de main-d'œuvre nous permet de faire entre 50 et 60% d'économie sur les coûts de plantation. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de pénalité sur le rendement, voire même un petit gain, mais on est en train de travailler sur ça encore. Donc, on peut doubler ou tripler la productivité et de la terre et du travail. On peut le faire en réduisant les coûts et en améliorant sur le long terme la fertilité des sols. Donc aujourd'hui, les rendements sur le maïs en Haïti, c'est moins d'1 tonne par hectare. On peut les amener de 2 tonnes à 4 tonnes. Il n'y a pas de raison de faire moins. On peut aussi augmenter les rendements sur le sorgho de 1 tonne à entre 2 tonnes et 5 tonnes avec un petit peu de fertilisant. Et sur le haricot, la même chose. Donc on peut transformer l'agriculture haïtienne chez le riz, chez le haricot, chez le maïs, chez le sorgho. Eh bien, on parle déjà de plusieurs centaines de millions de dollars qui pourraient être doublés ou triplés. Donc maintenant, parlons du lien entre agriculteurs et agro-industrie. Parce qu'il ne suffit pas de produire plus. Parce que si on produit plus, mais qu'il n'y a pas de marché pour absorber ce plus, on va avoir un problème. On va créer un problème. Donc, une des solutions sur lesquelles on travaille, mais on n'a pas eu à beaucoup le tester, en fait, OR teste et les séchoirs et les batteuses vanneuses à Campérin avec nous. Et donc ça, c'est un modèle de batteuse vanneuse qui a été testé par OR à Campérin. Et c'est une batteuse vanneuse multifonction. Et si on développe les prestataires de services, on commence à faire du volume. Parce que ce prestataire de service peut battre et vanner plusieurs tonnes dans la journée. Donc en 1 ou 2 jours, il peut remplir un camion pour une usine.
Et s'il a le séchoir, il peut s'assurer de livrer l'usine avec un produit de qualité. Enfin, maintenant, quand on amène les choses aux usines, est-ce que nos agro-industriels savent transformer ces produits? Parfois, moi, j'ai vu des agro-industriels qui me disaient qu'on ne peut pas se servir du maïs haïtien pour faire tel produit, parce que ça ne donne pas le produit voulu. Ah ben non, mais ce n'était pas un problème du maïs haïtien, c'était un problème de granulométrie. C'était un problème technique simple. Et c'est pour ça qu'il faut des gens comme Vicni, l'expertise locale en technologie alimentaire. Alors, Vicni va commencer à nous faire la démonstration quand elle veut, pendant que je parle, parce que nous développons des produits pour l'agro-industrie haïtienne. Nous sommes en train de développer le Jucolé instantané riche en protéines. Tu nous montres la petite poudre, Vicni, de Jucolé? Donc, on a une poudre. Alors, ça va vous surprendre. Cette poudre peut être à base de pois Congo. Ouais, on va faire les gens manger du Jucolé pois Congo. C'est surprenant, ça. Oh, ne soyez pas surpris. C'est délicieux. Ça n'a pas de goût de pois Congo, parce que le goût du pois Congo est dans la peau. Donc, si je décortique et que j'enlève la peau, le pois Congo n'a pas de goût de pois Congo. C'est riche en protéines. Bon, j'exagère même, à peine. Après, tu vas mettre plein de saveurs, de la vanille, de la cannelle qui correspond au goût haïtien. On développe du couscous ou de la semoule instantanée, c'est-à-dire un pitimi, laguer de l'eau chaude sous le lit, tout pareil. D'ailleurs, j'invite, s'il y a des industriels ou des banquiers dans la salle, oh, il y en a. On cherche des investisseurs pour nos produits parce qu'on détesterait que nos produits restent dans le laboratoire. Ça serait triste. On développe aussi un couscous semoule instantané riche en protéines. Ça, c'est parti d'un challenge que j'avais eu avec un industriel haïtien. Enfin, à l'époque, il faisait de l'industrie, Ken Michel. Et il a été venu avec un paquet de Manapak où les Blancs dans les églises mettent du riz avec du soja pour nourrir les pauvres Haïtiens. Il m'a dit, il faudrait qu'on développe quelque chose de nutritif pour les programmes de cantine scolaire, 100% made in Haiti. Eh bien, on a réussi. On a fait notre Manapak Challenge. On a une couscous instantanée avec 16% de protéines. Un couscous 50% pitimi, 50% pois Congo. C'est une semoule, c'est un couscous vegan, gluten-free. Ah, on peut même exporter. Et riche en protéines. Il est là aussi, tu peux monter le sachet, même si tu ne fais pas la préparation. Donc, vous avez le couscous. Nous développons des barres de céréales riches en protéines, avec des fortes teneurs. Donc là, il y a plein de produits qu'on développe notamment pour la Fondation Kellogg, pour les programmes de cantine scolaire, etc. Mais l'idée, c'est qu'un jour, ils puissent être vendus en sachet pour les étudiants dans les universités ou les ouvriers agricoles et même les marchands de manger cuites dans la rue. Nous développons avec l'Organisation internationale du travail, mais ils ont bénéficié du labo créé grâce à l'aide de la BRH, un tom-tom instantané, peut-être même un produit d'export. Véritable conservé et cuit sous vide cooking, et des véritables pesées aussi conservés sous vide, parce que les Dominicains conservent congelés, mais nous, on n'a pas de chaîne du froid. Donc, comment j'amène les véritables de la Grand'Anse vers la capitale, ou même pour la diaspora haïtienne? Eh bien, on a créé un véritable pesé et conservé sous vide et un tom-tom instantané, comme la purée instantanée. Et puis c'est bon, hein, c'est pas mal. Hein. Sa maman qui est des cailles lui disait au pas précis font tom-tom. Eh bien, lui qui a dit maman, m'a fait ouais. Parce que là, nous allons l'exporter, m'a dit nous réussi. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Nous sommes en train de concevoir des pâtes alimentaires à base de sorgho et de pois Congo ou de patates douces, des couscous semoules instantanés de manioc ou de patates douces, des tom-tom, pourquoi pas de patates douces, même si on devra peut-être changer le nom parce que les gens de la Grand'Anse sont très tchac sur leur tom-tom, des granolas de pitimi et pois Congo mélangés avec du sirop et des petits granulés, des flakes de pitimi, de patates douces ou d'autres choses, de la sauce pois instantanée, parce que si on fait de la semoule instantanée, pourquoi ne pas faire la sauce pois instantanée? Donc voilà tous les produits qu'on est en train de créer. Donc j'en invite les banquiers, les investisseurs, le secteur privé à venir travailler avec l'université.
La BRH a fait quelque chose de formidable. Ils ont financé votre recherche et développement. Maintenant, profitez-en, c'est gratuit. Ça a été payé par l'argent public, donc c'est disponible. On développe quelques outils, donc ça, Willendorf pourra vous montrer, on s'est bien amusé. C'est une décortiqueuse à pitimi qui permet de décortiquer le pitimi à sec et donc d'éviter les aflatoxines dans les chaînes de valeur pitimi. Donc c'est une polisseuse, on va l'améliorer, mais c'est le prototype. Ça, c'est l'exemple de la production de farine instantanée par extrusion. C'est comme ça qu'on a produit la plupart des couscous que vous allez voir. Maintenant, on est prêt pour le scale-up. Donc ça, c'est le beau couscous, pitimi pois Congo. Mettez de l'eau chaude là-dedans, semoule apparaît. Vous voyez comment elle prépare de la semoule, du couscous ou d'autres produits, ou du jus collé. Et donc on obtient un produit tendre, non pâteux, et on minimise le temps de cuisson parce que ça coûte beaucoup de charbon de devoir touffer la nourriture. Donc ce sont des aliments complets. On arrive, par exemple, dans notre couscous, à avoir 16% de protéines pour un produit vegan all grain. Ça, je parle pour les banquiers. Les Américains adoreraient ça. Hein? Tu investis. Non, mais blague à part, la recherche, c'est un bon investissement pour un pays. Le jus collé pois Congo. Alors, peut-être qu'on va devoir faire comme certains brands haïtiens et puis pas dire que c'est un produit local. On va devoir peut-être appeler ça un sport shake. On verra si on dira que c'est un gicolé ou un sport shake. Mais ça, on fera peut-être les deux produits pour le nationaliste et pour le non-nationaliste. Et nous sommes prêts à accompagner les entreprises dans le transfert de technologie, dans la mise à l'échelle de la production en usine, dans le conseil. Et nous recherchons des industriels aujourd'hui pour nos produits. Je vais finir très rapidement que maintenant, il faut les innovations organisationnelles pour créer ces nouveaux liens entre les producteurs et la grande distribution et réduire les pertes post-récolte. Et là, nous travaillons sur l'incubation de prestataires de services permettant de doubler ou tripler la productivité de la terre et du travail. Donc Schmid, notamment, travaille justement pour les calculs de la profitabilité et construire le modèle économique derrière ça. L'incubation des centres de séchage et de stockage pour les grains, l'incubation d'intermédiaires de chaînes de valeur pour la distribution, l'incubation d'agro-industrie transformatrice de produits locaux. Donc ça, c'est toute notre mission, on va voir ce qu'on fait après. Et l'augmentation de la part des produits locaux dans la grande distribution. Il faut aussi augmenter le nombre d'entrepreneurs et c'est pour ça que l'Université Quisqueya a créé un pôle entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a une licence où nos étudiants, pour graduer, doivent avoir créé une entreprise. Quelques réalisations en cours. Alors, dans cette logique, un de nos étudiants vient de graduer en créant un intermédiaire de chaîne de valeur, l'entreprise en ligne l'Amazon haïtien mongalata.com, qui est une plateforme de distribution de produits agricoles et agro-industriels. On fait des études de modèles économiques pour la création d'entreprises de type prestataire de services mécanisation agricole. Schmitt travaille là-dessus. Donc ça, c'est un de ses graphiques de son mémoire. Nous travaillons sur les modèles socio-économiques de diffusion de technologies existantes qui ont marché, comme les moulins mobiles, avec analyse en cours à Saint-Michel, et le modèle socio-économique de diffusion de l'innovation, par exemple l'adoption du semis en ligne à Torbec, qui est en cours et qui est une technologie que nous avons introduite dans la zone. Enfin, des modèles de gestion de risque, assurance en nature. Il y a un thésard qui travaille avec Bénédicte Paul là-dessus, et des études sur l'intention entrepreneuriale des étudiants en agronomie. La révolution agricole est en marche. Merci beaucoup, et je tiens tout particulièrement à remercier la BRH pour nous avoir fait confiance, et le travail va continuer, parce que la BRH nous a permis de créer ce laboratoire de mécanisation et de co-créer avec la Fondation Kellogg notre laboratoire de technologie alimentaire. Donc ensemble, tous ensemble, et il faut les industriels, il faut les banquiers, transformons ensemble l'agriculture et l'économie d'Haïti. Merci. Merci. Ah bon. Merci beaucoup, et Monsieur Prissoir, pour cette belle présentation de la recherche appliquée. Merci à toute votre équipe.
Et on va laisser le soin au public, évidemment, de poser des questions. Mais moi, M. Prissoir, j'ai deux questions rapides. La première question, c'est plutôt une question théorique. On est dans le cadre d'une journée scientifique, bien sûr. Et votre constat, ou bien le constat à la base du travail, c'est qu'il y a une déconnexion entre les petits agriculteurs et la grande distribution. C'est-à-dire qu'on va chercher de connecter ces deux compartiments de la chaîne de valeur. Mais moi, bon, ça c'est plutôt une hypothèse des économistes classiques qui disent que beaucoup de fois, il ne faut pas chercher la connexion, c'est que si vous renforcez par exemple l'agriculture et il y a une offre, l'offre est capable de créer sa propre demande. Donc je suis bien d'accord qu'il faut introduire la technologie et un ensemble d'outils dans l'agriculture, mais pourquoi il y a une préoccupation de connexion alors que l'offre, si l'offre en tout cas est bien préparée et bien adaptée, l'offre est capable de créer sa propre demande. Donc pourquoi est-ce que vous avez cette préoccupation? C'est la première question. On est dans le cadre du journée scientifique, je suis un peu théorique, pardon pour la grande écoute. Et deuxièmement, mis à part le motoculteur qui est importé de l'Afrique du Sud, comme vous avez dit, est-ce que l'ensemble des technologies qui sont en train d'être utilisées sont inspirées de pays ou est-ce que ça provient directement de votre observation? Donc, est-ce que vous vous inspirez de notre pays ou est-ce que uniquement c'est l'observation qui est votre point de départ? Vous pouvez utiliser un micro pour essayer de répondre et après on passe la parole au grand public. Parfait. Merci beaucoup pour votre question. Et donc, est-ce que, moi je ne saurais pas vraiment répondre, est-ce que d'augmenter l'offre et donc d'augmenter la productivité de la terre et du travail suffirait? Et je ne sais pas, mais on travaille à développer les outils, les technologies et les méthodes pour permettre ce doublement, voire ce triplement, et de la productivité de la terre et de la productivité du travail. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Parce que si l'agriculteur augmente la productivité de la terre et du travail, mais qu'on ne crée pas, parce qu'il n'est pas forcément... On a 1 million d'exploitants agricoles. Donc, est-ce que chaque agriculteur est capable de s'équiper? Pas forcément. Donc, le modèle technologique qui, par exemple, prévaut en Europe, aux États-Unis, n'est pas adapté. Donc, il faut développer un modèle économique adapté à notre petit parcellaire. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup étudié le modèle d'une réussite technologique qui est les moulins mobiles de Saint-Michel. Parce que là, on a un exemple de mécanisation qui, il y a 10 ans, on a même retracé toute l'histoire de cette mécanisation, donc je peux raconter l'histoire si vous voulez. Bon, là, on n'aurait pas le temps. Mais on a suivi cette histoire pour comprendre et analyser un petit peu les ressorts de la diffusion de l'innovation sur Saint-Michel de la Talaye, sur ces moulins mobiles, pour pouvoir nous en inspirer pour quand on va développer avec Schmitt, avec l'ingénieur Kwame, les outils pour le petit parcellaire haïtien, on a déjà une source d'inspiration sur comment ces outils doivent être diffusés. Mais il faut que ces outils soient adaptés à la réalité haïtienne. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que si l'agriculteur il produit plus, mais qu'il n'a pas les moyens, il récolte encore à la main, ou qu'il bat, ou qu'il vanne à la main. C'est pour ça que j'ai montré la batteuse vanneuse. À ce moment-là, il continue à battre et à vanner ce qu'il est capable de battre et de vanner. Donc, on a besoin de batteuses et de vanneuses pour augmenter les volumes. Parce que la plupart des industriels me disent « j'ai pas envie d'avoir 300 banansara qui font du bruit dans ma tête chaque jour devant l'usine. Surtout, je ne peux pas physiquement contrôler la qualité de chaque sac de maïs ou de pitimi qui rentre. Et donc, il faut au moins contrôler la qualité par camion. Donc, il faut pouvoir faire des camions. Donc, il faut des intermédiaires qui, aujourd'hui, en Haïti, n'existent pas. Donc, non seulement pour créer ces intermédiaires, il faut des technologies, comme les batteuses-vanneuses. Parfois, il n'y a pas besoin de les inventer. Les batteuses-vanneuses ont été testées. Le modèle indien fonctionne très bien en Haïti. Mais par exemple, le motoculteur indien ne marche pas du tout en Haïti. Pourquoi? Pas parce que le motoculteur ne marche pas, mais c'est parce qu'en Haïti, on a toujours envie d'avoir plus que ce que notre moyen économique nous permet. On est un peuple un petit peu particulier. Donc, patauger dans la gadoue avec des motoculteurs lourds, l'Haïtien n'aime pas ça. Donc, il faut alléger les motoculteurs. Éventuellement, il faut le quad bike. Il faut trouver quelque chose pour rendre l'agriculture sexy.
pour nos agriculteurs, pour que nos jeunes veuillent faire de l'agriculture. Je dis, ils viennent faire moto dans la ville là. Donc, il faut que je leur permette de faire de la moto dans les champs. Donc, il faut rendre l'agriculture sexy pour nos jeunes, pour que nos jeunes s'intéressent, pour qu'on n'ait pas que des vieux à vouloir faire de l'agriculture. Donc, il faut des technologies appropriées. Il faut créer, incuber les prestataires de services. Donc, est-ce qu'il suffit d'augmenter l'offre? Pas aussi simple que ça, parce que maintenant, il me faut un intermédiaire. Ensuite, quand j'ai cet intermédiaire, OK, est-ce que j'ai maintenant, est-ce que si je résous ces deux problèmes, est-ce que ça va suffire aux agro-industriels d'acheter la production? Pas forcément, parce que si l'agro-industriel sait appeler un numéro de téléphone à Miami pour dire « Hey, j'ai besoin du grain pour faire des chicots ou pour faire telle chose », l'agro-industriel américain lui envoie ça tout de suite. Maintenant, s'il va au moulin d'Haïti et il dit « Donne-moi du maïs pour faire du chicot », tu sais, au moulin d'Haïti, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut comme pour faire du chicot. Donc, il faut de l'expertise locale. Et ça encore, à mon avis, c'est un des produits que le fonds BRH peut créer, d'avoir cette expertise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'industriels haïtiens qui sont prêts à investir dans la recherche et développement. Donc, il faut créer ce service virtueux. Donc, et voilà. Après, est-ce qu'il faut aussi des lois? Tous les pays du monde, sauf Haïti et le Venezuela. Maintenant, regarde l'état de l'agriculture haïtienne et vénézuélienne, on va le comprendre. On est les deux seuls pays à autoriser à importer du riz blanchi. Tous les autres pays ont des taxes plus faibles sur le riz en paille que sur le riz blanchi. Tous. En Haïti, tu as créé un incitatif pour importer un produit transformé. Donc, il y a un problème. Tu crées tes propres problèmes. Haïti, on creuse notre propre tombe. Alors, pour faire plaisir à Annecy, je vais dire le mot que j'ai. Haïti a inventé l'effondrement durable. Juste pour te faire plaisir, Annecy. C'est-à-dire qu'on a créé les mécanismes. On entretient notre pauvreté pour pouvoir envoyer plus de migrants aux États-Unis pour qu'ils envoient plus de transferts d'argent. Notre cercle est vicieux par essence. Maintenant, on essaye à l'université qu'est-ce qu'il y a de développer les technologies, les idées de politique publique, et j'espère que c'était un objectif du fonds BRH, qui vont permettre à un moment de créer une rupture et on espère de prendre une autre trajectoire. Merci, merci beaucoup et pour vos éléments de réponse. Et on passe à l'assistance. Peut-être qu'on prend 3 questions. Il y en a déjà 2 de ce côté. Il y en a une de ce côté. Il y a un micro-baladeur, je crois. Voilà. Merci beaucoup, Gaël Prissoir. Tu permets que je t'appelle Gaël Prissoir? Je ne mets pas professeur. En fait, ton intervention m'a donné envie de retourner à l'école. En fait, comme constamment, je suis à l'école, je me considère comme quelqu'un qui est toujours à l'école. Alors là. Ma première question est une question, j'allais dire, terre à terre, mais je dirais plutôt vénale. Est-ce qu'il y a un marché pour les petits tracteurs, je dirais agricoles en Haïti, la mécanisation agricole en Haïti, etc. Et sur la base de ton expérience, quel serait ce potentiel de marché? Deuxièmement, c'est peut-être une question moins, je dirais, moins vénale. Fait-il besoin d'une politique, d'une nouvelle politique de tenue de la terre en Haïti? Je n'allais pas dire le mot, mais c'est tellement fort et qui crée tellement de problèmes en Haïti, qu'on a créé d'ailleurs une sorte de réforme agricole. Je préfère dire une sorte de réforme agricole. Agraire, pardon. Peut-être que les précédentes qu'on a eues, c'était plutôt des réformes agricoles, mais une sorte de réforme agraire en Haïti pour tirer tout le potentiel de ces ensembles d'activités de recherche et d'application de ces recherches en Haïti. Merci. Pour la deuxième, on prend les 3 ensemble, ce serait mieux, non? Je peux commencer à parler? Oui. Oui, bonjour Gaël Prissoir, bonjour à tous, merci. Je suis ici. Oui, j'ai une question. J'ai vu que tu as présenté des pâtes alimentaires dans lesquelles tu as incorporé, je ne sais plus quoi, des protéines.
Ma question, est-ce que vous pensez à travailler sur l'incorporation sur l'incorporation de feuilles, par exemple, de liane padier, etc., dans les pâtes alimentaires? Et bon, l'autre intervention, ce n'est pas une question, ça concerne le tom-tom. Et tant qu'on y est, moi j'attends aussi la sauce calalou instantanée, le crabe instantané, etc. La troisième. Je peux? Je peux? Bonjour, je suis Jean-Joël Desaugustes. Félicitations à toute l'équipe. Je voudrais demander à l'encadreur, au professeur, est-ce que vous avez déjà des projets globaux sur ces travaux de recherche ou bien sur les résultats de ces travaux de recherche, d'une part? Est-ce que vous avez également, d'autre part, donc, des idées d'entreprise à propos donc, de ce dont vous venez de parler tout à l'heure? Merci beaucoup. On a les 3 questions. Il y a une dernière, sinon, une dernière, vous notez. Vraiment, la dernière. En fait, je salue cette activité, la première journée scientifique du fonds BRH. Et c'est une grande première. Je me suis dit qu'il faut garder l'espoir pour ce pays parce que on pense maintenant à intégrer la science au cœur du développement, ce qui est très important. Sans plus tarder, je félicite toute l'équipe. Ma question est la suivante. Et compte tenu et par constat, il y a déjà des travaux d'agro-industriels que j'ai constatés dans d'autres régions, comme aux abricots. J'ai rencontré des agriculteurs qui transforment des produits. Par exemple, qui font des farines avec du riz, qui font des farines avec et qui font aussi des protéines avec d'autres feuilles. Je ne me souviens pas de leur nom parce que, désolé, je ne suis pas dans ce domaine, mais ma question c'est est-ce que par rapport à vos expériences, vous avez déjà évalué ces productions et qu'on peut dire qui sont peut-être empiriques? Et est-ce que vous avez déjà procédé à une évaluation de ces productions? Merci, merci. À vous le mic. Un, deux. OK. OK. Donc, la première question, c'était un marché pour équipement. Alors, d'abord, cet équipement qu'on a design est forcément... il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, qui ont travaillé sur l'équipement pour le petit parcellaire. Alors, il est bien évident que les équipements qu'on est en train de développer s'inspirent de certains de ces équipements développés dans d'autres pays. Maintenant, il est aussi évident qu'en fonction de ce qui est disponible en Haïti, on doit faire un travail d'adaptation. Et surtout, ça correspond à un paquet technique. C'est-à-dire que l'équipement n'est pas seul dans le paquet technique. Il y a aussi la bonne densité, donc les bons écartements. Donc, en fait, on développe un certain nombre de paramétrages de ces équipements qui correspondent aux travaux qu'on fait sur les besoins en fertilisants, la densité optimale de semis, la taille des semences, le type de semences, etc. Donc, on a tout un travail d'adaptation, mais la plupart des équipements qu'on est en train de développer sont inspirés de travaux faits ailleurs, mais on fait un travail d'intégration et d'adaptation à Haïti. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a un marché pour ces équipements? On a à peu près 1 million d'exploitations agricoles. Si on voulait avoir des prestataires de services qui permettraient de servir tout ce bassin, il faudrait sans doute entre 8 000 et 10 000 prestataires. Donc, ça ferait pas mal d'équipements à fabriquer, à maintenir, etc. Mais est-ce qu'on va réussir à saturer le marché de ces... Et puis, ça dépend si c'est l'attraction animale, parce que ce ne sera pas forcément le même nombre d'hectares. Mais prenons une moyenne, en considérant traction animale ou petit mini monoculteur. Si c'est des petits tracteurs, il y aura moins de prestataires de services nécessaires. Mais disons entre 7 000 et 10 000 prestataires de services. Maintenant,
Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Eh bien, écoute, puisque tu me tutoies, je vais te tutoyer aussi. Et ce qu'on a montré avec Schmitt, qu'on va maintenant tester à plus grande échelle avec elle cette année, c'est de voir si effectivement on valide les résultats économiques qu'on a obtenus sur le premier panel qui nous montraient qu'on avait effectivement une réduction des coûts par hectare. Parce que si ça coûte moins cher et qu'on a un meilleur rendement, pourquoi l'agriculteur ne le ferait pas? Il y a donc un marché pour un industriel. Quels sont les mécanismes qu'on va devoir faire pour permettre à qui d'investir, à qui de se doter d'équipements? Et c'est pour ça qu'on a travaillé à la fois sur la traction animale et le mini-tracteur, parce que c'est deux niveaux d'investissement et deux niveaux d'entrepreneuriat différents. Et moi, je ne fais pas le pari de quel modèle entrepreneurial va marcher. D'ailleurs, à Saint-Michel, avec les moulins mobiles, on constate que les deux niveaux existent. Il y a le moulin mobile motorisé et il y a le moulin mobile à traction animale. Le moulin mobile à traction animale, il y a des agriculteurs qui sont propriétaires du capital. Le moulin mobile motorisé, ce ne sont que des diasporas ou des propriétaires de guildives, des plus gros entrepreneurs. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour équipement? C'est quelque chose qu'on va tester. On est en train de développer les modèles économiques avec l'équipe de Bénédicte, Schmitt, Allenby, etc. Et on va tester ça et j'espère que la réponse sera positive. Mais l'exemple des moulins mobiles à Saint-Michel nous encourage. Maintenant, la question de la tenure, elle est liée en fait. C'est que après, quand on regarde les modèles économiques autour de la mécanisation des moulins mobiles à Saint-Michel, ce qu'on constate, c'est que ça permet quelque part d'inventer d'autres modes d'intervention. C'est-à-dire, est-ce que l'exploitant doit être propriétaire de sa terre? Est-ce que je suis obligé de regrouper les terres? Peu importe que quelqu'un ait 0,2 carreaux ou bien 0,5 carreaux, 1 carreau, ce n'est pas ça qui est important, c'est qui exploite la terre. Et donc, s'il commence à y avoir des gens qui ont des outils pour mécaniser et qui les exploitent sans carreaux, en prestation de service ou en contrat location, ou en deux moitiés, ou peu importe, eh bien, c'est lui le vrai exploitant, celui qui a l'outil. Et donc, on peut peut-être développer des modèles innovants d'exploitation sans toucher à la tenure. Maintenant, est-ce qu'il faudra toucher à la tenure? Ça, c'est un autre problème. Mais ce que je veux te dire, c'est on peut forcer les gens à remembrer. On peut inventer de nouveaux moyens de tenure. On va préparer une révolution, ça va être compliqué. Ou bien on peut inventer des solutions organisationnelles ou des solutions techniques qui permettent à un prestataire de service d'exploiter. C'est ce que j'appelle le modèle charbon en Haïti. Le charbonnier n'est pas propriétaire du terrain à la montagne Jacmel qui produit du charbon. Ce terrain produisait de la patate il y a 20 ans, quand j'étais petit. Enfin, à 20 ans, j'étais déjà plus petit. Mais tu as des terrains à la montagne Jacmel, quand j'étais petit, produisaient de la patate. Aujourd'hui, ils sont boisés, ils produisent du charbon. Le propriétaire du terrain a une moto ou bien travaille à Jacmel et il donne à un charbonnier d'exploiter son terrain. Il vend un lot de bois. Et donc, il n'est plus l'exploitant. Eh bien, on peut, pour les autres cultures comme maïs, pitini, pois, commencer à inventer ce modèle où le propriétaire de la terre n'est pas forcément l'exploitant. Et pâte alimentaire incorporer les feuilles, qu'est-ce que tu veux dire, Vicni? Alors, on s'est penché plus sur les céréales et les légumineuses parce qu'elles étaient plus faciles à transformer. Maintenant, est-ce que c'est une possibilité? Oui, mais il faut aussi penser, par exemple, les feuilles, on ne peut pas les utiliser comme ça, il faudrait les sécher. Ensuite, et l'apport que ça va avoir au niveau nutritionnel, est-ce que le processus va permettre de conserver les qualités nutritionnelles de la feuille pour les retrouver au sein des pâtes? Donc, ce sont des questions à considérer afin de décider si on va incorporer les pâtes, enfin, les feuilles dans les pâtes ou non. Mais ce n'est pas une idée qu'on écoute, juste qu'on se concentre sur ce qui est le plus faisable et qui fait le plus de sens nutritionnellement parlant, considérant le processus qu'on va utiliser. Et économiquement au début. Alors pour le tom-tom sauce crabe, pour le crabe en instantané, ça va être compliqué. OK, projets globaux, idées d'entreprise. Oui, plein. Et on a même des marchés. Par exemple, on est en train de parler à la Fondation Kellogg, à Food for the Poor. On a même des partenaires qui seraient intéressés à acheter le couscous, à l'incorporer dans les programmes de cantine scolaire, le couscous riche en protéines, repas complet, trucs comme ça.
Donc, au contraire, pour certains de nos produits, on est à la recherche d'entrepreneurs qui veulent créer des entreprises. Donc, welcome. La production locale, les usines empiriques, ça pourrait être un autre projet, c'est-à-dire d'évaluer l'agro-industrie locale. Pour l'instant, on est peu de chercheurs. On a une petite équipe qui grandit. Alors, il y a 13 ans, quand j'ai commencé le labo de recherche, qui à l'époque était un labo, le CHIAS, de l'université Quisqueya, j'étais un chercheur avec deux ingénieurs agronomes. Eh bien, aujourd'hui, on est 16 chercheurs, 13 ans après. On a des économistes, on a des technologistes alimentaires, on a des agronomes, on a des breeders, on a des ingénieurs en mécanisation agricole, qu'est-ce qu'on a encore? J'oublie personne. On a tous les assistants de recherche, donc ils sont souvent d'ailleurs des gens qui vont parfois faire des maîtrises après avoir été assistants de recherche. Et donc, on a 4 masters, 4 doctorants en train de faire leur doctorat, plus 2 en co-tutelle. Donc, on est vraiment une équipe en train de grandir. Et, ah oui, on a un physiologiste béninois qui vient nous rejoindre il y a quelques mois. Donc, on est même une équipe internationale déjà. Et donc, cette équipe grandit. Malheureusement, on ne peut pas encore tout faire parce que 16 chercheurs, c'est peut-être beaucoup à l'échelle d'Haïti, mais ce n'est pas encore beaucoup pour tout faire et transformer le pays. D'ailleurs, j'invite d'autres acteurs qui voudraient financer la recherche. Vous voyez ce qu'on est capable de faire. On vous invite à nous financer. Merci. Merci beaucoup, Dr. Prissoir. On me dit de terminer. Évidemment, toute bonne chose a une fin, de la recherche appliquée au service du développement. On a besoin de ça à plus grande échelle. Merci à toute l'équipe et merci. Et on va prendre la pause, c'est ça. Et après, on revient pour la présentation d'autres résultats. Encore une fois, merci beaucoup et à tout à l'heure.